Avertissement. Attention, dans ce texte, des passages peuvent heurter des personnes sensibles. Terrier, ou la terreur du Bourbonnais, de Pierre Bouchardon. Les crimes les plus atroces ne sont pas toujours ceux dont on parle le plus, et dont la tradition sait le mieux conserver. Pour n'avoir pas pris place dans ce musée d'épouvante, les causes célèbres, dont c'est plus à assembler les pièces, sous le Second Empire, un descendant, dit-on, de Fouquier-Tinville. Certains dépassent en horreur tout ce que l'imagination peut concevoir. C'est qu'ils ont eu pour théâtre des régions, où les journaux, fort rares et rédigés encore sous une forme elliptique, n'avaient guère de retentissement. C'est que pour des raisons dont il est assez difficile de démêler le caprice, la mémoire s'en est vite perdue. Voici par exemple un forfait, ou plutôt une série de forfaits, qui terrorisèrent l'arrondissement de Boussac et deux arrondissements voisins. Il se résume en cet effroyable bilan de 9 assassinats et de 3 incendies. Le procès ne date guère que de 109 ans. L'accusé, malfaiteur redoutable, venait en droite ligne du bagne. Autant de motifs pour que les contemporains aient légué à leurs descendants beaucoup de l'effroi qu'ils avaient eux-mêmes ressenti. Et cependant, qui se souvient encore là-bas de cette cause criminelle? Qui a retenu le nom de François Terrier? Par hasard, le dossier me tomba un jour sous la main, et je le lus avec un intérêt croissant. Macabre était l'histoire, mais elle se déroulait dans un cadre pittoresque. Surtout, elle renfermait de curieux détails sur les mœurs campagnardes et sur le caractère, le mauvais caractère de certains magistrats des petits tribunaux sous la Restauration. À ces divers titres, elle mérite peut-être d'être exhumée. Dans la nuit du 29 au 30 juin 1819, un incendie se déclara dans l'arrondissement de Saint-Amand, Cher, au village d'Anneau, près du bourg de Saint-Aignan. Les flammes se développèrent avec tant de promptitude qu'il fut impossible de rien préserver du cabaret que tenaient sur la grande route de Saint-Amand, à 100 coins, les époux François Sade et leur fille Anne, âgée de 20 ans. Quand le juge de paix de 100 coins se transporta sur ce lieu de douleur, pour reprendre l'expression dont il se servit dans son rapport au procureur du roi, il se trouva en présence de pans de murs fumant encore, et de 3 cadavres presque entièrement carbonisés. Malgré de minutieuses recherches, il ne put ramasser au milieu des ruines que quelques vêtements en lambeaux et une tasse d'argent en partie oxydée. De pièces de monnaie, point. Et cependant Sade passait pour avoir des écus. Même on l'avait vu quelques jours auparavant compter une assez forte somme. Un officier de santé fut chargé de procéder à la triple autopsie, et son opération aboutit à des constatations assez curieuses. Les corps des 2 femmes étaient tellement calcinés qu'il n'était même plus possible de reconnaître le sexe. Par contre, la tête de l'homme était assez bien conservée. Elle portait au temporal gauche, un peu au-dessus de l'oreille, une large fracture qui laissait échapper la cervelle. Il parut à plusieurs des personnes présentes que le malheureux Sade avait dû être violemment frappé au moyen d'un corps contondant. Mais l'homme de l'art fut d'un autre avis. Il estima que cette blessure pourtant bien caractéristique pouvait n'être que l'effet d'un mouvement convulsif,
et de la suffocation éprouvée par l'incendie. Le juge de paix n'en demanda pas davantage. Et comme d'autre part la première enquête n'avait révélé aucun indice de malveillance, il termina son rapport du 1er juillet en ces termes. Des renseignements recueillis avec soin m'ont convaincu que le crime est étranger à ce triste événement. Néanmoins, quand il eut pris la peine de réfléchir, il se rendit compte qu'il avait conclu peut-être un peu vite. Autour de lui, les gens se livraient à des remarques, auxquelles il prêta l'oreille. Comment expliquer en effet qu'aucune pièce de monnaie n'eût été découverte dans les décombres, alors que Sade possédait de l'argent courant, tout au moins pour les besoins de son commerce? Comment expliquer dans l'hypothèse d'une imprudence fatale que de 3 personnes adultes et valides, aucune n'eût pu échapper à la mort? Comment expliquer enfin que les serrures des coffres eussent été trouvées forcées et ouvertes, alors que les cabaretiers prenaient grand soin de les tenir toujours fermées? Aussi sans s'associer encore à l'opinion du voisinage, qui ne doutait plus de l'assassinat, et voyait dans l'incendie un moyen destiné à en faire disparaître les traces. Le juge de paix de son coin crut devoir adresser, le 11 juillet, au procureur du roi de Saint-Amand, un second rapport où il exposait le nouveau point de vue. C'est que certains éléments venaient de surgir, qui mettaient la justice sur la piste du criminel. Un homme étranger au pays avait couché durant la nuit du 28 au 29 juin, à l'auberge Sade. Le 29, une femme l'avait aperçu pendant qu'il faisait la grasse matinée. Elle avait remarqué ses doigts desséchés et raidis. Et cette particularité à elle seule devait permettre de l'identifier. Une fois levé, l'inconnu avait rôdé aux alentours. Il avait séjourné longtemps à l'auberge de Villepreux, à Bessay-le-Fromental. Il s'était assis sous un ormeau, et à cette même place on avait ramassé une bague en crin, du genre de celle que fabriquent les forçats. Enfin, à 9 heures du soir, à un moment donc tout voisin de l'incendie, on l'avait vu à 2 pas de la maison des époux Sade. Tous le signalaient comme approchant de la quarantaine, ayant le visage émacié et brun, avec des marques légères de petite vérole, les cheveux coupés très courts, un chapeau rond à haute forme, une veste de drap bleu foncé, un gilet rouge d'indienne à fleurs, un pantalon blanc, de petites guêtres et des souliers. On avait également remarqué en sa possession un paquet plié dans un mouchoir à fond rouge et à carreaux. Le 14 juillet, le magistrat cantonal, qui avait fini par s'intéresser à l'affaire, signala que le costume ainsi minutieusement décrit ressemblait d'une façon singulière à celui d'un certain Pierre Mazeron, équarrisseur de son état, mais surtout voleur de chevaux. Le curé de Sacy en savait quelque chose. Fort heureusement pour lui, le peu recommandable personnage n'avait pas le don d'ubiquité. Le 7 juin, il avait été arrêté à Nevers et mis à la disposition du procureur général de Riom pour purger un arrêt de contumace le condamnant à 20 ans de travaux forcés, du chef de bigamie. On vérifia toutefois s'il ne s'était pas évadé, et quand la réponse revint, négative, il fallut chercher ailleurs. Mais on ne se pressa guère, car ce fut seulement le 10 août que le procureur du roi de Saint-Amand rendit plainte contre inconnu, sous les inculpations d'assassinat, de vol qualifié et d'incendie. L'instruction d'ailleurs avorta faute de nouveaux indices, aussitôt que commencée. Un mois passa, puis dans la nuit du 9 au 10 septembre,
un crime horrible sema cette fois l'épouvante dans l'arrondissement de Montluçon. Avant tout, il offrait une étrange similitude avec celui d'Annaud. Le 10 septembre, Madeleine Bernard, qui habitait le village de Renier, fut réveillée sur les 2 heures du matin par un ronflement qui lui parut l'effet du tonnerre. Supposant qu'il faisait orage, elle sauta à bas de son lit pour aller fermer sa fenêtre, qu'elle avait laissée ouverte. À ce moment, elle fut aveuglée par des flammes d'une telle intensité et d'une telle hauteur qu'elle crut le feu chez elle. Mais en regardant mieux, elle vit que l'incendie consumait les bâtiments de ses voisins, les époux Joseph Pasquier. Elle eut alors le courage de courir frapper à leur porte. Mais une fumée si âcre la suffoqua, qu'elle pensa défaillir et ne put demeurer. Elle s'en fut sonner l'alarme dans le village en criant au feu. Des secours arrivèrent, mais les flammes firent des progrès si effrayants qu'aucune intervention ne fut possible, et qu'en moins de 4 heures, une écurie de 18 pieds de long, une maison de 19 pieds, une seconde écurie, une chambre à coucher les voyageurs et une boulangerie, séparées des autres édifices, furent entièrement dévorés. Il ne resta plus que les gros murs. Les meubles, le linge, les hardes, tout avait été consumé. L'argent avait disparu. Sous les décombres gisaient 4 cadavres méconnaissables. Celui de Pasquier, ceux de sa femme, de sa petite nièce âgée de 14 ans, et de sa servante. Le parquet de Montluçon se transporta sur les lieux, et un chirurgien fut aussitôt commis. De la femme Pasquier et de la petite nièce, il ne restait plus que des masses informes, et réduites à l'état de charbon. Les corps des 2 autres victimes étaient au contraire un peu mieux conservés. L'homme portait une contusion au côté droit de la poitrine. Quant à la servante, elle avait été littéralement lardée de coups de couteau. Détails horribles. La main gauche avait été séparée du bras, et la main droite pendait, retenue par un mince lambeau de chair. Cette fois, le crime n'était que trop patent. Le vol avait été le mobile, l'assassinat le moyen, et l'incendie la sauvegarde. Restait à découvrir le criminel. Le parquet apprit alors qu'un inconnu à cheveux coupés courts, la tête couverte d'un chapeau rond à haute forme, ayant pour vêtement une veste en cotonnade, à raies blanches et bleues, un pantalon semblable, et un gilet de basin blanc, avait fait son apparition dans le pays le 7 septembre. Le soir même, il avait couché dans la maison Pasquier. Il n'avait pas été sans remarquer que le maître du logis, déjà âgé, était par surcroît infirme. Le lendemain 8, il avait rencontré sur la grande route de Montluçon, à Saint-Amand, quelqu'un auquel il avait demandé des renseignements complets sur ses hôtes de la veille, mais questionné à son tour sur son nom, sa demeure et l'objet de son voyage. Il évita de répondre, ou répondit à côté. Le 9 au soir, il revint chez Pasquier, et s'y installa pour y passer la nuit. À 9h15, on le vit attablé devant une bouteille et un verre. Enfin le 10, entre 5 et 6 heures du matin, quand les bâtiments des Pasquier flambaient encore, et que l'événement n'avait pas eu le temps de s'ébruiter aussi loin. Il avait abordé un passant sur cette même route, qu'il avait suivi l'avant-veille, et lui avait dit à brûle-pourpoint : « Vous allez à Renier sans doute. Alors vous verrez un incendie. » Quand la nouvelle de l'hécatombe fut parvenue jusqu'à Saint-Amand, l'instruction rebondit, et il ne fit pas doute que les 2 forfaits n'avaient eu qu'un seul et même auteur.
Les circonstances étaient identiques. Chaque fois, l'homme était allé reconnaître les lieux. Il avait même couché dans la maison. Il s'était enquis de la situation de fortune des habitants. Il avait rôdé aux alentours en attendant le moment propice. Puis il était revenu pour égorger et voler. Enfin, il avait mis le feu, pensant bien que l'incendie anéantirait jusqu'aux derniers vestiges des assassinats. Les recherches des magistrats se poursuivaient, pleines d'angoisse, à Saint-Amand et à Montluçon, quand un troisième crime portant la même signature que les deux autres vint terroriser l'arrondissement de Boussac, dans la Creuse. Mais cette fois, le hasard se mit du côté de la justice. De cette nouvelle tuerie, voici le récit fidèle. Le 9 février 1820 à Chambon-sur-Voueize, la petite ville judiciaire dont George Sand a parlé dans Jeanne. Un homme se présenta chez un taillandier et fit la commande d'un couteau de boucherie. Comme on lui demandait un certain délai pour fabriquer l'instrument, il n'eut pas la patience d'attendre et prit le chemin de Vaud. Vers midi, il entra dans cette ville, chez le coutelier Trépardou, et lui demanda un couteau de 8 à 9 pouces de lame. Ne se souciant pas de livrer une telle arme à un inconnu, Trépardou prétexta qu'il devait toute affaire cessante terminer un bandage hernière. « Tiens, fit le client, vous savez donc fabriquer ces appareils ? Je croyais que Paris en avait le monopole. » Et tout aussitôt il défit son pantalon pour montrer qu'il portait lui-même un double bandage. Mais il en revint vite à l'idée du couteau. Il offrit d'attendre 2 heures, promit 30 sols, et suggéra même à Trépardou d'aller en emprunter un à l'une de ses pratiques, sauf à le lui remplacer, quand le nouveau serait achevé. Il perdit son temps et son éloquence. Vers 1 heure du soir et encore à Évaux, il fit son entrée dans la cour du boucher Gaune, au moment où celui-ci, assisté de sa famille, était en train de brûler 3 cochons. Toujours la même antienne. Il demanda à acheter un couteau. Gaune répondit avec humeur qu'il n'en avait pas à vendre, et que les 2 seuls dont il faisait usage lui étaient indispensables pour l'exercice de sa profession. L'homme au bandage n'insista pas. Mais après avoir constaté que tout le monde était occupé autour des porcs, il entra à pas de loup dans la boutique, détacha d'un croc un couteau à manche de corne et à lame très aiguë, le mit prestement dans sa poche et s'esquiva sans avoir été remarqué. Le surlendemain, qui était le vendredi 11, le même particulier poussa vers 2 heures la porte du presbytère de Tarbes. L'abbé François Barrault, desservant de cette paroisse, donnait alors une leçon de lecture à un gamin du village. « Pourriez-vous, demanda le visiteur, me fournir quelques renseignements sur un nommé Jean Jardin, qui a habité la commune ? Je cherche son acte de mariage. » Le curé n'avait jamais entendu parler d'une telle ouaille, pour ce motif péremptoire qu'elle n'avait jamais existé. Mais obligeant de nature, il fit une proposition. « Je n'ai jamais connu, ni marié cette personne. Toutefois, je peux vous faire conduire à la mairie. Si l'acte existe, vous l'y trouverez. »« Inutile !» répondit l'homme qui ne cessait de jeter les yeux de tous côtés. « J'y suis passé avant de venir ici. Sans doute me serais-je trompé de paroisse. Aussi vais-je de ce pas me renseigner à l'USA. » Il salua et sortit. La servante Marguerite Baudot le vit effectivement prendre le chemin de ce bourg. 1 heure et demie environ avant le coucher du soleil, le sacristain François Deblot revint de Chambon-sur-Voueize,
d'où il rapportait quelques provisions de bouche. L'abbé Barrault lui conta en riant la singulière visite qu'il avait reçue. Il le pria ensuite de bêcher un petit morceau de jardin, et lui donna en récompense un verre de vin rouge. Sur ces entrefaites, Marguerite Baudot revint de l'église où elle était allée faire ses dévotions. Deblot la vit casser des œufs dans un vase, et il l'entendit prononcer ces mots. « C'est tout le souper de monsieur le curé !» Quand il se retira, la nuit n'était pas encore tout à fait close. Les premières personnes qui pénétrèrent le 12 au matin dans la maison curiale reculèrent d'épouvante et d'horreur. L'abbé gisait sur le dos, la tête appuyée sur la cuisse gauche de sa servante, morte comme lui. Sa jambe droite obstruait la porte et n'en permettait que malaisément l'ouverture. Tous les deux avaient été assassinés, et le malfaiteur avait mis à les frapper, un acharnement véritablement sauvage. Le curé Barrault avait reçu 9 blessures. L'occipital, le temporal droit et le frontal étaient brisés en nombre de morceaux, les os chevauchant les uns sur les autres. Il tenait encore entre ses doigts crispés une poignée de cheveux arrachés à son agresseur. Quant à la servante, elle avait la figure tournée contre terre et les cheveux en désordre. Elle baignait dans son sang et avait reçu pour sa part 8 blessures. Son crâne était presque entièrement broyé. En présence des magistrats de Chambon-sur-Voueize, 2 médecins de cette ville procédèrent à l'autopsie des cadavres, et ils aboutirent à cette conclusion que l'arme principale du crime avait été un couteau. On retrouva l'instrument dans les cendres du foyer, et c'était précisément celui qui avait été volé l'avant-veille au boucher Gaune. Le propriétaire le reconnut sans la moindre hésitation. On ramassa également tout près d'un tas de linge et d'effets jetés pêle-mêle devant l'armoire, dont les portes fracturées se trouvaient grandes ouvertes. Un gouillard maculé de taches de sang. On constata enfin que la montre en or du curé et sa tabatière avaient disparu, ainsi que tout l'argent de la maison. Une circonstance frappa au plus haut point les gens de justice, quand ils explorèrent les lieux. L'assassin avait pris toutes les mesures possibles pour incendier le presbytère. Il avait accumulé sur une chaise de la cuisine un véritable bûcher d'étoffes et de linge. Même il avait placé sur le dernier barreau une besace, dans le dessein de propager les flammes jusqu'au buffet. Il avait également mis le feu à un énorme paquet de chanvre, dans un cabinet voisin de la cuisine, et à la couverture de laine du lit de la servante. Bien mieux, il avait placé un tison au milieu des draps. Tout avait brûlé. Étoffes, linge, chaises, chanvre, couvertures. Mais par un miraculeux hasard, ces divers foyers d'incendie s'étaient successivement éteints, et la maison était demeurée intacte. Le malfaiteur avait trop bien fait les choses. Restait à déterminer l'heure du crime. Comme aucun délit n'avait été défait, et que les habitants du presbytère se couchaient toujours de bonne heure, il était de toute évidence que les victimes avaient été égorgées peu de temps après le départ du sacristain. Quelqu'un était venu, ou plutôt revenu, qui avait su se faire ouvrir la porte, et aussitôt dans la place avait accompli l'œuvre de mort. D'ailleurs, sur les 8 heures du soir, l'homme mystérieux avait été revu. Il avait frappé tout près de Tarbes chez un cultivateur de la Chaumette, s'était dit égaré au milieu des ténèbres, et avait demandé en grâce qu'on le mît sur le chemin de Saint-Priest. La nuit était en effet épaisse comme de la poix. Le domestique avait bien voulu rendre le service demandé,
Mais à peine en route, il avait remarqué que son compagnon portait derrière le dos un paquet sonnant fort les écus à chaque pas. Dès l'abord, on crut bien tenir l'assassin. Le bruit se répandit qu'une certaine Gabrielle Chaumeton avait remarqué, le 11 février, un peu avant midi, les allures étranges d'un individu qui parcourait la commune de Tarbes, et en qui elle avait pu identifier un habitant de Minsa, Joseph Mérillon. On arrêta ce Mérillon avant même d'avoir reçu le témoignage de la femme. Mais fort heureusement, il put justifier d'un alibi à l'heure où le crime se commettait. Il était demeuré toute la journée dans son écurie à fabriquer des sabots. Il avait, à la nuit tombante, servi de témoin à un notaire appelé au chevet d'une moribonde, pour recevoir son testament. Enfin, il avait fait la veillée jusqu'à 10 heures du soir, chez un voisin. On finit alors par où il lui était plus sage de commencer. On entendit Gabrielle Chaumeton. Celle-ci ne méconnut point le fait matériel et les circonstances de la rencontre. Elle ajouta même qu'elle était à peu près sûre d'avoir reconnu l'homme, un enfant du pays, absent depuis 10 ans au moins. Seulement ce n'était pas Joseph Mérillon, c'était François Terrier. La piste était bonne, et le lien étroit qui déjà apparaissait entre les crimes d'Anneau, de Reny et de Tarbes allait être mis en pleine lumière. Mais avant d'aboutir à la confusion du coupable, l'instruction devait passer par des phases véritablement burlesques, si tant est que ce mot puisse décemment être employé dans une affaire de ce genre. Tout d'abord, quel était ce François Terrier, dont le nom venait d'être ainsi jeté dans le débat? Terrier était né au hameau de Bex, commune de la Serre-Vieille. Il y avait passé une partie de sa vie. Il s'y était marié. Mais à la veille de la trentaine, il s'était révélé malfaiteur redoutable. La cour criminelle de Bourges l'avait en effet condamné le 16 mars 1809 pour vol qualifié, à 10 ans de fer et à l'exposition. Il avait accompli sa peine jour pour jour, à dater de son arrivée au bagne de Lorient, car il n'avait été détaché de la chaîne que le 6 mai 1819. On ne badinait guère alors avec les châtiments. Grâce, réduction de peine, imputation de la prison préventive étaient faveurs inconnues. Le 23 mai suivant, le forçat libéré arriva à la Charité, Nièvre, où il devait demeurer sous la surveillance de l'autorité municipale. C'était un homme d'assez haute taille, au nez long et gros du bout, au visage ridé et marqué de petites vérolles, aux yeux gris et profondément enfoncés dans l'orbite. Signe particulier qui n'avait pas échappé à un témoin lors du crime d'Anneau. Il avait les doigts desséchés et l'annulaire droit tout crochu. Autre signe qui expliquait l'une de ces questions au coutelier Trépardou de Vaux. Il était affligé d'une hernie double et portait pour la maintenir un bandage. À la Charité, Terrier s'employa comme compagnon maçon jusqu'au 22 juin. Puis le maire l'autorisa à aller chercher du travail dans les communes environnantes, à la charge de revenir tous les dimanches. Le 26 juin, on le vit partir dans le costume, exactement décrit par les témoins de l'affaire Sade. Même il tenait à la main un paquet plié dans un mouchoir à fond rouge et à carreaux. Il ne reparut qu'au commencement d'août. Malgré cette désobéissance qui constituait une véritable rupture de ban, le maire voulut bien lui délivrer un passeport pour la Serre-Vieille, où se trouvait sa famille. Terrier y passa 3 semaines,
se comportant en vrai boute-en-train, s'étourdissant lui-même et étourdissant tout le monde de sa gaieté. Le 7 septembre, il fait ses adieux à son père, qui ne lui remit aucun argent, et il prit le chemin de Renier, où rien ne l'appelait. Il avait revêtu une veste en cotonnade à raies blanches et bleues, un pantalon semblable et un gilet de basin blanc. Le même soir, il coucha de son propre aveu à l'auberge des époux Pasquier, et le lendemain de la tuerie, on remarqua en sa possession une somme de 200 francs, avec partie de laquelle il acheta de nouveaux habits, chez un marchand de Dun-le-Roi. Le 2 février 1820, il était de retour à la Serre-Vieille, la mine sombre. Aussi silencieux qu'il avait été exubérant et communicatif à son premier voyage. Le 11, il s'absenta toute la journée et ne revint que fort tard dans la nuit. Sa belle-mère seule l'entendit rentrer. On apprit que le samedi 12, il s'était fait conduire à cheval à Aubusson, dans l'intention d'y attendre le passage de la diligence de Bordeaux. Prenant un faux nom, il s'était présenté chez un horloger où, moyennant une soulte de 84 francs, il avait échangé la montre et la tabatière du curé de Tarbes contre une autre montre. Les neveux de l'abbé Barrault reconnurent formellement le bien de leur oncle. La tabatière en argent doré était marquée aux initiales FB. Quant à la montre, elle portait sur le platine le nom du fabricant. Chez le même horloger, Terrier troqua encore 270 francs de pièces blanches contre des pièces d'or. Puis il se hâta de se faire confectionner des habits neufs. Son impatience était fébrile. Elle fut remarquée. Comme le tailleur ne pouvait lui livrer la commande que le lendemain, il acheta une blouse qu'il passa par-dessus ses vieilles hardes. Il revint encore une fois chez son père, mais il n'y séjourna pas. Le 15, il se dirigea sur Montluçon, où il chercha en vain à changer 700 francs d'argent blanc pour de l'or. Il voulait un bénéfice d'un demi-louis, ne sachant pas encore ouvrir une montre. Il avait cassé le verre et les 2 aiguilles de la sienne. Il entra chez un horloger qui répara le dommage et lui enseigna l'art de manier un objet aussi fragile. Comme à l'auberge on parlait devant lui de l'assassinat de l'abbé Barrault, il lui échappa de dire qu'on avait placé le corps de la servante sur celui du curé. Observation atroce, mais exacte, et que personne n'avait fait encore. En proie à la plus vive agitation, promenant à terre des yeux égarés, ne prenant même pas le temps de manger, il monta dans la patache qui faisait le service de Saint-Amand. Dans cette ville, il réussit à réaliser son troc de monnaie. Et les gens constatèrent avec stupeur qu'il avait les poches pleines d'écus. Lui qui avait dû emprunter 15 francs, quand il s'était rendu pour la première fois à la Serre-Vieille. Enfin, le 17 au soir, il arriva vers 7 heures, chez sa belle-sœur, demeurant à Ouroué. Il s'y était fait précéder d'un paquet contenant ses vieux habits. Et en chemin, il avait confié à un tiers un bonnet de coton contenant gros comme le poing, de louis d'or. Mais la gendarmerie royale avait chaussé ses bottes de 7 lieues. Dès le 12, le lieutenant de Cromière, commandant la circonscription d'Aubusson, avait envoyé à toutes les brigades voisines une circulaire où il exposait les circonstances du crime de Tarbes et donnait le signalement de l'assassin. Le lieutenant-comte de Tourville, commandant la circonscription de Saint-Amand, mettait aussitôt l'avis reçu, ses hommes en campagne, et le 18 à 5 heures du soir, Terrier était arrêté à Ouroué même. Il était encore nanti de la montre qu'il avait échangée
contre celle du curé de Tarbes, de 12 écus de 6 livres, de 5 pièces de 20 francs, et de la blouse qu'il avait achetée à Aubusson. Disons tout de suite que les témoins le reconnurent de la manière la plus positive. Qu'ils fussent d'Annaud, de Rogny, de Tarbes, de Chambon, de Vaux, d'Aubusson, de Montluçon ou de Saint-Amand. Jamais culpabilité ne fut poussée à un tel degré d'évidence. Mais Terrier avait résisté à l'abrutissement de la vie du bagne par la force de sa dépravation. Il suivit les conseils des vétérans du crime et n'avoua jamais. Aucun raisonnement, aucune objurgation ne le purent fléchir. On lui avait appris là-bas qu'en s'en tenant à ce système, on impressionne toujours les âmes sensibles, qui vivent dans la hantise de l'erreur judiciaire. Il fallut bien toutefois qu'il expliquât comment il avait eu en sa possession la montre et la tabatière du curé de Tarbes. Voici ce qu'il imagina. « Je les ai achetées à 2 inconnus dans une rue d'Aubusson, près d'une auberge. »« Comment ? Vous les avez achetées pour les revendre ou plutôt les échanger à l'instant même. Et vous avez payé en retour une somme de 84 francs qu'il vous a fallu tirer de votre poche. Mais c'est absurde. C'est la pure vérité. » Il n'y avait pas à insister, et la seule question qui devait préoccuper les magistrats était celle de savoir si l'inculpé n'avait pas eu de complice. Il était permis en effet de s'étonner qu'un scélérat, si féroce et si audacieux qu'il pût être, eût réussi à manier un couteau avec des doigts desséchés et à égorger en 3 fois 9 personnes. Terrier se chargea de faire la preuve qu'il en était physiquement fort capable. Quand il fut amené poucettes aux mains, le 20 février à la prison branlante de Saint-Amand, où demeuraient les seuls malfaiteurs qui voulaient bien ne pas s'évader. Louis Ducrot, le concierge, leva les bras au ciel et accourut la figure bouleversée au palais de justice. « Monsieur le procureur du roi, » gémit-il, « je décline d'avance toute responsabilité. Vous connaissez aussi bien que moi la médiocre solidité de mes verrous et de mes grilles. Avant 24 heures, un brigand de la trempe de Terrier aura pris la clé des champs, si vous ne m'autorisez à prendre des précautions exceptionnelles. » Le magistrat du parquet, qui savait de telles appréhensions tout à fait légitimes, requit aussitôt, vu le peu de sûreté de la geôle, la qualité de forçat libéré et l'énormité des crimes, la mise au fer de l'inculpé. Le même jour et pour les mêmes motifs, le juge d'instruction rendit une ordonnance conforme. Terrier fut donc enchaîné, et s'il le fut sans aucun égard, il le fut du moins dans toutes les formes. L'opération ne traîna guère. Louis Ducrot passa aux chevilles de son hôte les plus lourdes entraves qu'il put découvrir, et il les ferma au moyen de boulons de 3 pouces de circonférence. Terrier se plaignit fort d'être aussi rudement traité. Et comme ses réclamations ne trouvaient pas d'écho, il s'avisa de demander des suppléments de nourriture. Le 29 mars, la chambre du conseil du tribunal de Saint-Amand, après avis du médecin de la prison, lui alloua sur les fonds dont il avait été trouvé porteur une somme de 50 centimes par jour, destinée à l'amélioration de son ordinaire. Il obtint encore d'acheter à ses frais. La dépense fut de 10 francs. Un bandage tout neuf, l'ancien se trouvant hors d'usage. Les jours passèrent, et le concierge dormait sur les 2 oreilles,
quand un événement vint révéler à quel homme on avait affaire. Le 25 avril, Terrier était assis sur une chaise dans la cour de la prison. Il paraissait si calme et si résigné que Ducrot soupçonna quelque ruse et eut l'idée de vérifier ses fers. Bien lui en prit, les boulons étaient déjà coupés à moitié, et pour fabriquer l'instrument nécessaire, le détenu avait utilisé les parties métalliques de son ancien bandage, imprudemment laissé à sa disposition. On trouva au fond de sa paillasse un véritable bijou de scie. Accomplir un tel tour de force, avec des doigts tout desséchés, était certes besogne plus difficile que d'assassiner par surprise des hommes peu valides ou des femmes. Il fallut donc remettre à Terrier de nouveaux fers, les examiner à tout instant, et d'une façon générale ne plus le quitter des yeux. Ducrot en perdit le boire et le manger. Entre-temps avait éclaté un incident ridicule, qu'on eût pu appeler la querelle des juges d'instruction. Il eût prêté à rire si l'affaire avait été moins grave. 3 juges d'instruction auraient pu valablement être saisis. Celui de Chambon-sur-Voueize, pour le crime de Tarbes, celui de Montluçon pour le crime de Rogny, et celui de Saint-Amand pour le crime d'Anneau. Mais de tous ces magistrats, un seul avait qualité certaine pour informer sur l'ensemble de l'affaire, parce qu'à sa compétence territoriale, il joignait celle du lieu de l'arrestation. C'était le juge d'instruction de Saint-Amand. En fait, après son transport à Rogny, le procureur du roi de Montluçon n'avait pas décerné de réquisitoire aux fins d'informer. Mais le juge d'instruction de Saint-Amand avait été saisi le 10 août 1819, on se rappelle, de la connaissance du premier crime. Aussitôt, Terrier arrêté dans son arrondissement. Il envoya commission rogatoire à son collègue de Montluçon pour entendre les témoins de Rogny, et ce mandat judiciaire lui revint exécuté. De même, il voulut informer sur l'assassinat du curé de Tarbes, et le 23 février, il commit son collègue de Chambon-sur-Voueize, aux fins de recueillir tout renseignement sur les faits, circonstances et dépendances du dit crime. Il lui expédia en outre, pour qu'elle fût représentée à l'horloger qu'il avait vendu, la montre en or saisie sur Terrier. Mais M. Godefroy Abonnet, juge d'instruction à Chambon-sur-Voueize, ne l'entendit pas de cette oreille. Déjà saisi du crime de Tarbes, il émit la prétention d'attirer à lui toute l'affaire, et pour commencer les hostilités, il refusa net d'exécuter la commission rogatoire. Bientôt il somma son collègue de lui abandonner son dossier, et de lui faire amener l'inculpé par les voies les plus rapides. Puis, comme les choses n'allaient pas assez vite à son gré, il prit sa bonne plume et écrivit directement pour se plaindre au comte Portalis, ministre de la Justice. L'audace était grande, en un temps où il n'était permis de réclamer que par la voie hiérarchique. Pourtant on ne lui en tint pas rigueur. Même il eut la satisfaction de recevoir un autographe du garde des Sceaux, portant la date du 31 mars, et l'avisant que des explications étaient demandées au procureur général, près la cour royale de Bourges. Entre-temps, il avait trouvé un auxiliaire inattendu en la personne du procureur du roi de Montluçon, qui, par lettre du 20 mars, morigénait son collègue de Saint-Amand en ces termes. « J'ai peine à comprendre que vous n'ayez pas préféré d'envoyer sur le champ votre homme à Chambon, où 1000 circonstances que le temps efface ou affaiblit aurait pu établir son crime presque encore flagrant.
Bref, le juge d'instruction de Chambon-sur-Voueize mena un tel tapage que la chambre du conseil du tribunal de Saint-Amand, pour avoir la paix, finit par lui donner gain de cause. Le 18 mai, elle rendit une ordonnance de dessaisissement. Elle y constatait, non sans amertume, que l'instruction d'une grave affaire se trouvait suspendue par la prétention et le zèle d'un magistrat, qui se refusait à exécuter toute commission rogatoire, et que sous peine d'arrêter le cours de la justice, de le retarder tout au moins, en saisissant la Cour de cassation. Il fallait bien en passer par des exigences aussi brutales que mal fondées. M. Godefroy à Bonnet triomphait sur toute la ligne. Terrier fut transféré à Chambon, où il fut soumis aux confrontations qui devaient achever de le confondre. Il n'en perdit pas pour cela à l'appétit, car à peine dans sa nouvelle prison, il demanda un régime alimentaire de faveur. Le 31 mai, la Chambre du Conseil fit droit à la requête. Et l'un des motifs de son ordonnance revêt une forme assez originale, pour qu'on lui accorde ici les honneurs d'une complète citation. Considérant, disaient les juges de Chambon-sur-Voueize, qu'aux raisons qui ont déterminé le tribunal de Saint-Amand se réunit celle toute particulière de maintenir l'état d'embonpoint dont jouit François Terrier. Qu'on se rassure, il n'était pas dans les intentions de personne de livrer l'inculpé à une tribu d'anthropophages, bien qu'à ce commencement de phrase on eût pu aisément s'y tromper. Afin, ajoutait l'ordonnance, de faciliter la reconnaissance de l'individu signalé dans les procédures. Comme conclusion, Terrier fut autorisé à disposer de 4 francs par semaine. Le 18 juillet, il subit son dernier interrogatoire. Aucun aveu ne s'était échappé de ses lèvres. Le 24, la chambre du conseil du tribunal de Chambon décerna ordonnance de prise de corps et envoya toutes les pièces à la cour royale de Limoges, qui, sans soupçonner la question de droit relative à la compétence, saisit la cour d'assises de la Creuse de la connaissance des 3 crimes. Les débats s'engagèrent le 22 septembre. Avant toute chose, Terrier songeait à Messer Gaster. À la veille de la première audience, il se rappela qu'il savait écrire couramment et adressa au président des Assises une lettre, où on lisait « Je jouis d'une mauvaise santé pour le moment, qui prévient d'une faible nourriture que je prends depuis que je suis aguerré, réduit à un morceau de pain sec, privé de tabac. Je vous supplie, monsieur, de vouloir bien avoir la bonté de me faire donner de quoi à me subsister sur l'argent que j'ai au greffe. » Les procureurs du roi barraient des chaises, auxquelles la requête fut communiquée, et mit un vœu nettement défavorable. « Tout porte à croire, répondit-il, que l'argent trouvé sur Terrier provient de ces différents vols. La nourriture fournie à l'accusé étant la même que celle des autres détenus, je ne vois aucun motif de faire une exception en sa faveur. Au surplus, la réclamation relève de l'autorité administrative. » Mais le président Jean-Baptiste Périgord, conseiller de Sa Majesté en la cour royale de Limoges, ainsi qu'il s'intitulait, ne l'entendit pas de la sorte. Il considéra que Terrier, simple accusé encore, était censé être propriétaire des espèces saisies en sa possession, et qu'il avait parfaitement le droit d'en user, s'il le jugeait à propos. Le sensible magistrat accorda 15 francs sur les fonds déposés au greffe.
mais la somme lui ayant paru assez ronde. Nous sommes en 1820. Pour tenter la cupidité des personnes capables de favoriser une évasion. Il ajouta à ce correctif que le prisonnier ne pourrait détenir et employer que 50 centimes par jour. Maître Aubès l'avait été chargé de présenter la défense. Jugeant la cause désespérée, il ne songea qu'à gagner du temps. À peine s'achevait la lecture de l'acte d'accusation qu'il se leva et demanda la parole. C'était pour proposer un déclinatoire, au terme duquel, les crimes ayant été commis dans des ressorts différents et plusieurs juges ayant été saisis, il appartenait à la Cour de cassation de décider devant lequel de ces magistrats l'instruction devait être renvoyée. La cour d'assises de la Creuse ne le suivit que partiellement. Elle se déclara incompétente à l'égard des crimes d'Anneau et de Renier, et ne retint que celui de Tarbes. Même juridique, cet arrêt venait trop tard. Le conseiller Périgord et ses 4 assesseurs avaient oublié que, faute de pourvoi dans le délai de la loi, l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour royale de Limoges avait acquis l'autorité de la chose, jugé et saisi irrévocablement le jury marchois de la connaissance de toute l'affaire. En attendant, le procès suivit son cours, mais réduit à un seul crime, et l'assistance en manifesta quelque déception. Les privilégiés qui avaient pu trouver place dans la minuscule salle servant alors aux audiences criminelles eussent voulu ne rien perdre de la reconstitution d'un effroyable drame en 3 actes, et assister à une représentation sans coupure. Il fallut congédier sans les entendre les gens d'Anneau et de Renier, et se borner aux 48 témoins, spécialement appelés pour déposer dans l'affaire de Tarbes. Une audience et demie suivit à leur audition. Dans la journée du 23 septembre, le substitut Bazenerie demanda la tête de Terrier, et maître Aubesle, dont la tâche était devenue impossible, essaya avec l'éloquence du désespoir de plaider le doute. Depuis longtemps, le jury avait son siège fait. Après une délibération de quelques minutes, il rapporta un verdict inexorable. Incontinent, la cour condamna l'assassin du curé de Tarbes à la peine de mort. Et pour que l'expiation fût complète, elle ordonna l'exécution sur la place publique de Chambon-sur-Voueize. Terrier forma un pourvoi en cassation, mais la chambre criminelle le rejeta le 19 octobre. Le même jour, sur pourvoi du ministère public, elle avait cassé, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt d'incompétence partielle du 22 septembre. On sait pourquoi. On se hâta d'en finir. Dans la soirée du 16 novembre, Terrier fut emmené à Chambon, en chaise de poste. Le lendemain, décomposé par l'épouvante, hideux à voir, il gravissait les marches de l'échafaud. C'était depuis moins de 6 mois la seconde exécution, à laquelle le bourreau de Guéret avait dû procéder dans la Creuse. Le 22 mai, en effet, la guillotine s'était dressée à Bourganeuf, et la tête de Pierre Condat, dit Pinchotte, était tombée en face de la rampe du Biladour. Celui-là était un pauvre muet de naissance, plus habitué aux rebuffades et aux railleries qu'aux caresses. La veille de Noël, il s'était glissé à l'auberge Vauzel, où réveillonnaient des jeunes gens de la ville, et avait voulu s'asseoir à leur table. Et conduit par l'un des convives, Monsieur Jean Urbain Aubusson du Chezeau,
Il avait été pris d'une véritable crise de fureur. Il avait attendu devant la porte, l'avait poursuivi et lui avait porté au côté droit un coup de couteau mortel. Ce crime était loin d'atteindre à l'horreur des 9 assassinats de Terrier. Mais en l'an de grâce 1820, les circonstances atténuantes n'avaient pas encore été instituées. Le couperet égalitaire ne fit donc pas de différence. Vous venez d'écouter une lecture de Guillaume de Louvancourt.